C'est la troisième étape du Festival numérique du Gâtinais numéro 3 qui a pu se dérouler grâce au soutien des Human Tech Day de la région Centre-Val de Loire. Lors de cette étape, nous sommes allés à la rencontre du club d'handicapés et de responsables d'associations liées au handicap qui nous a évoqué leur usage du numérique au quotidien pour la gestion de leur association. Nous remercions les intervenants qui ont accepté de répondre à nos questions. Le Gâtine Rockfest qui nous a accueillis, notre plateau mobile de tournage et tous les participants à l'atelier de découverte des métiers du numérique et de l'audiovisuel. En conclusion, vous pourrez voir un making-of de la journée. Delphine de Caens, on vous accueille aujourd'hui à Varennes-Changy. On aurait bien aimé que vous nous parliez un petit peu de votre métier. Donc, vous avez une petite particularité aussi, c'est que vous êtes malentendante de base. Et du coup, voilà, on aurait bien aimé connaître un peu votre activité. Merci beaucoup. Donc en fait, moi je suis donc professeur de piano depuis 30 ans. Donc notamment depuis 20 ans au sein du conservatoire à rayonnement communal de Patricia Petitbon à Montargis. Et parallèlement, je suis coordinatrice public empêché au conservatoire où j'accueille dans les classes des élèves de tout type de handicap, aussi bien donc des élèves avec des troubles des apprentissages comme les troubles 10, TDAH, et également des élèves qui sont en situation de handicap sensoriel, donc et moteur, et plein d'autres spécificités. Et l'objectif pour moi, c'est comme ce que cela m'a aidé depuis toujours, c'est justement permettre de s'épanouir grâce à l'apprentissage musical, afin justement d'explorer, de développer son plein potentiel, on va dire. Donc, et parallèlement, j'ai créé mon auto-entreprise au départ dans l'enseignement culturel où j'avais créé une école des pianos. Covid est passé par là, avec l'arrêt total de toutes les activités et du coup je suis quelqu'un suis très très curieux et je n'aime pas ne rien faire. Et je m'étais dit, mais tiens, il y a beaucoup d'enseignants qui me demandent des conseils, comment adapter l'accompagnement des publics en situation de handicap dans les structures culturelles comme en cours d'instruments et de musique. Et du coup, j'ai créé mon organisme de formation qui porte mon nom. Le nom commercial, c'est Tous en musique formation, parce que je suis pour que tout le monde fasse de la musique, parce que c'est fédérateur, c'est vraiment tellement important pour restructurer le tout. Et donc j'ai créé des formations en ligne. Donc il y a aussi bien des stagiaires de France, de Suisse, de Belgique qui suivent mes formations. Ce sont avant tout des enseignants de musique des conservatoires. Et donc parallèlement, j'ai créé, c'est comme un challenge pour moi parce que j'étais pas du tout à l'aise devant une caméra avant le Covid. Et donc j'ai créé des webinaires thématiques sur l'accueil des publics en situation de handicap. Et du coup, un webinaire, c'est... Et des webinaires. Donc ce sont des masterclass en ligne qui ont lieu en direct avec un replay sur ma plateforme de formation. Et sur des thématiques diverses et variées, comment accueillir les publics 10, comment créer des contenus pédagogiques adaptés. On a travaillé aussi sur la motivation des élèves, on appelle ça en entreprise le mindset, exactement, puisque moi-même je me forme en tant qu'entrepreneur, on va dire, pour développer des contenus, pour pouvoir créer une expérience 5 étoiles à mes stagiaires, mais aussi à toutes celles et ceux qui peuvent contribuer à l'accueil de ces publics. Et puis, j'en ai à mon compteur, je crois, plus de 50. Donc, on continue, voilà. Donc, merci beaucoup, en tout cas. C'est pas mal, c'est dynamique. Oui, c'est très dynamique. Et c'est en fait... moi, je suis née sourde et parallèlement, je ne me sentais pas forcément capable ou légitime d'enseigner la musique alors que je suis encore, évidemment. Je vous entends grâce à un super appareillage auditif. Et de qualité, bien sûr. Et en même temps, c'est la musique qui m'a sauvée, qui m'a aidée à justement aller vers les autres, à communiquer facilement. Donc j'ai dû m'adapter, j'ai dû compenser énormément. Faire comprendre aux autres que je n'étais pas malentendante. J'ai tout fait pour le cacher. J'en parle que depuis, on va dire, à peine 10 ans. Et oui, et plus j'en parle, plus ça me nourrit, plus ça m'aide, ça me challenge. Et mon désir est vraiment d'inspirer les autres. Oui, puis ça doit donner du sens, justement. Et ça donne du sens à mon activité, et du coup... Ces expériences. Voilà, c'est important. Du coup, vous dites que vous avez caché du coup votre handicap pendant vachement longtemps pour éviter d'attirer le regard.
Normalement, dans une formation de malentendant, dans un cursus de malentendant, on va vite apprendre le langage des signes. Du coup, vous, par rapport à ça, c'est quelque chose que vous avez expérimenté un petit peu, l'apprentissage du langage des signes? Il faut savoir que chaque pays a son propre langage des signes. Donc du coup c'est quelque chose qui est vraiment adapté, vraiment. Il y a la langue des signes française, il y a la langue des signes de Belgique, et chaque pays a justement son propre langage. Moi je défends les sourds oralisants. Parce que moi-même, même si j'ai une surdité génétique, c'était quand même assez tabou à l'époque, où quelqu'un qui avait des appareils auditifs, c'était oh, on est montré du doigt, du coup C'était plus gros aussi c'était que ce qu'on a maintenant aussi. tout à fait, c'était beaucoup plus gros, maintenant c'est beaucoup plus discret, c'est surtout très bien adapté, notamment quand on est musicien professionnel. On arrive à justement garder ces appareils auditifs alors qu'avant c'était pas du tout le cas. Donc en fait moi je n'ai pas du tout utilisé la LSF. On va dire que j'entends, c'est unique, j'entends très bien la musique justement. Au niveau des fréquences musicales, c'est vraiment très très bon. C'est juste une déformation des mots. Donc en fait, ce qui se passe dans ma surdité, ça touche énormément les fréquences dites médium, donc les fréquences de la parole. Okay. Donc je comprends tout de travers en fait, mais je perçois très bien la musique. Donc je n'ai pas eu... cela a fait que j'ai eu une scolarité normale, donc je me suis toujours adaptée en fonction des autres. Adaptée, et finalement, en cherchant des solutions aussi à mes propres élèves. Et finalement, ça m'a permis à moi de m'épanouir de plus en plus, de me nourrir de plus en plus, de me dire, ok, il y a une difficulté de s'accepter plus, voilà. Et c'est la raison pour laquelle j'en ai fait une spécialité, j'en suis vraiment ravie. J'étais encore ce matin en cours avec mes élèves en situation de handicap, et on a le projet de jouer à la prochaine fête de la musique, comme on le fait tous les ans à Montargis. Donc oui, okay. oui, on sera sur le parvis de la mairie. Et ben on vous retrouvera alors. Ma chère Delphine, dis-moi tes projets. Bah déjà depuis 2 ans, parallèlement à mes formations en ligne, je propose également des formations où je me déplace dans les conservatoires de toute la France et ailleurs pour proposer justement une sensibilisation à l'accueil des publics en situation de handicap. Et donc ça va du nord au sud, d'est en ouest. Par exemple, la semaine prochaine, je serai à Épinal. Donc début juillet, je serai sur Montigny-le-Bretonneux. Début septembre, il y aura Rambouillet dans la même semaine, et ensuite le Cap Ferré. Voilà, donc il y a des déplacements, et je trouve ça très important d'être là aussi en présentiel pour justement défendre cette idée que tous peuvent avoir accès à la pratique musicale, mais artistique, puisqu'il y a aussi, là on a des peintures juste autour, donc la pratique artistique de manière générale, la musique, la danse, le théâtre, le cirque, l'art dramatique, c'est tellement important. Et je vois ce matin, j'avais encore mes élèves autistes justement, qui jouent du piano mais qui dansent également, qui ont du talent, et quand on les voit arriver avec le grand sourire, on a gagné quoi, c'est formidable. Donc tous ces projets, justement ça fait un tout, Et toi, je sais que tu as un super projet, donc il faut que tu nous en parles. Et bravo, c'est un accès à tous, ce qui veut dire tout est possible. D'accord, tout est possible. Oui, notre projet avec Objectif Lune 45, et si tu peux me le permettre, Maître, c'est d'emmener les jeunes, quand je dis les enfants, c'est les jeunes et les adultes TSA, à l'Opéra de Paris. Parce qu'ils organisent une journée par mois, je crois, un opéra spécifique pour les enfants autistes et pour les personnes autistes. Hein. Il n'y a pas que des enfants. Hein. Voilà, et je voudrais bien que tu nous accompagnes et qu'on puisse faire ce projet-là ensemble. Et je vais en référer au Rotary s'il veut bien nous aider. Merci d'avance. C'est un super projet, je te remercie beaucoup, c'est vraiment super parce qu'on se connaît depuis des années. Quand je commençais à enseigner auprès des élèves autistes, donc vraiment du tout début. Tu peux faire appel aussi aux Lions, on peut leur en parler, au contraire avec grand plaisir, ils pourront amener un plus sur cet événement. Ah oui. Et peut-être que je t'y mettrai mes élèves pianistes, musiciens, ils seront ravis. À plusieurs, on est plus fort. Voilà, si le Lance Club, le Rotary, Delphine, Objectif Lune et toute autre association avec ou sans handicap pouvaient participer à ce grand projet, l'opéra pour tous. Voilà, parce que la culture, c'est aller au-delà de l'handicap.
Merci Delphine. Merci à toi. Je vous remercie, c'était très complet, c'était très intéressant. Bonjour Éric Liger, on vous retrouve à Varennes-Changy. Je vous laisse vous présenter, vous et votre association. Alors donc Éric Liger, bien sûr. L'association s'appelle Défi Événement Handicap. C'est une association que nous avons créée en 2005, donc maintenant elle a près de 20 ans, et qui est destinée à fournir et à proposer des actions ou des activités pour des jeunes et des moins jeunes, des jeunes adultes et des enfants, surtout en situation de handicap, et quel que soit le type de handicap. Dans vos missions, vous donnez en responsabilité de les accompagner. Ça peut être des sorties restaurants, quel genre de sorties vous pouvez proposer en général? Alors on essaye de proposer pas mal beaucoup d'actions qui amènent les jeunes vers l'extérieur, parce que c'est pas l'extérieur qui viendra les chercher. Donc il faut sortir du milieu institutionnel, du milieu hospitalier très souvent, et aussi du milieu familial. Parce que malheureusement, on l'a remarqué déjà depuis un bon moment, ce sont souvent les parents qui mettent des freins. Alors il n'est pas question de les blâmer, hein. On n'est pas là pour juger du tout, mais si on peut les aider à prendre des initiatives et ne pas hésiter à aller au restaurant avec son fils en fauteuil roulant, il ne faut pas hésiter. Aller au théâtre, il ne faut pas hésiter non plus. Aller au cinéma, il ne faut pas hésiter. C'est l'appréhension du regard de l'autre. C'est l'appréhension du regard de l'autre, la perception de ce regard qui peut être inquiétant pour les familles, mais que je ne trouve pas forcément malveillant. Ce sont très souvent des personnes qui se posent la question en se disant « C'est des surprises. C'est la surprise, et si j'étais dans sa situation, comment je serais, comment je ferais ?» Voilà, c'est l'adaptation, c'est le véhicule qui est plus ou moins adapté. Ça va être le choix d'un restaurant parce qu'il est beaucoup plus accessible qu'un autre. D'une salle de spectacle, c'est la même chose. Il y a des théâtres à Paris où malheureusement avec un fauteuil, c'est un peu le parcours du combattant. Et il y en a d'autres pour lesquels ça se passe très bien. Enfin bon, c'est d'immenses travaux et heureusement que la loi de 2005 a fait le nécessaire pour rétablir un petit peu cet équilibre. En tout cas, demander l'impératif de se mettre aux normes. C'était la demande, on avait 10 ans pour le faire, on a loupé le coche, et là c'est un aspect politique que je ne voudrais pas aborder là. Je ne suis pas là pour ça, mais simplement, voilà, c'est cette ouverture vers l'extérieur qui est intéressante, et cette ouverture, on peut la faire avec tout un panel d'activités. Ça va du socio-culturel jusqu'au sportif, jusqu'au ludique aussi. Et comme ça, on a réussi à emmener des enfants dans des véhicules de police anciens, faire une traversée de Paris, la remontée des Champs-Élysées. Normalement, on n'avait pas le droit, mais ils l'ont fait quand même. C'est pas moi qui pilotais, c'était les conducteurs, donc ils l'ont fait quand même. Bon, ça s'est très bien passé. Mais voilà, c'est faire des petites choses quand même qui sont un peu exceptionnelles pour ces gamins-là, qui ne sortent pratiquement pas de leur milieu institutionnel et à qui on ne propose pas d'autres choses, d'autres alternatives que les petites activités au sein même de l'établissement. Donc vous essayez aussi de vous mettre à la page, vous avez sorti votre site pour qu'on puisse vous contacter. Vous allez du coup chercher les gens de l'extérieur jusqu'à chez eux du coup. Donc est-ce que vous pouvez donner le nom du site pour vous contacter? Le site s'appelle Défi Événement Handicap, c'est très simple et je suis partisan de l'utilisation des compétences. Et l'aide aussi aux jeunes élèves, et notamment à un garçon qui était en situation de handicap il y a quelques années, qui avec deux de ses copains ont créé le site de l'association. Un site très très intéressant, très très bien construit, et que n'importe qui peut utiliser, que ce soit en tant que visiteur ou que ce soit en tant qu'administrateur. Voilà, donc ils ont réalisé quelque chose d'exceptionnel. Je leur avais dit que j'étais pas informaticien, donc il fallait vraiment que ce soit facile à lire et à comprendre. Et il y en a beaucoup qui comprendront de quoi je veux parler. Eh ben, merci beaucoup d'être venu, c'est une bonne journée. Eh ben, une bonne journée à vous aussi.
Bonjour Johan, tu voulais nous parler de ton insertion professionnelle avec le problème que toi tu peux porter, c'est que tu es autiste Asperger et que du coup ça peut te mettre des freins pour ta recherche d'emploi. Bonjour à tous, oui. Oui, je voulais évoquer ma situation professionnelle avec ma recherche d'emploi et les domaines dans lesquels je recherche de l'emploi, qui sont les métiers de l'informatique et même au-delà de ça, je m'intéresse aussi à tout ce qui est métier de la programmation et du développement et je recherche une formation dans ce domaine, un domaine ou l'autre, ça peut être peu importe et sur le territoire du Montargois, je n'arrive pas à trouver ce genre de formation et même en étendant un peu plus loin mes recherches jusqu'à l'Orléanais, c'est très compliqué. Voilà, le nombre de postes en formation et le nombre d'offres de formation est très limité. Pourquoi tu trouves des difficultés à trouver un emploi? Quel est ton parcours de vie déjà à la base? Mon parcours de vie déjà au départ, j'ai fait de la classe Ulysse au collège, hein, mais ce sont des classes qui n'orientent que très peu sur des bacs pro parce que c'est considéré comme une voie à risque pour des jeunes en classe spécialisée. Et essentiellement, ils proposent des orientations dans tout ce qui est métier de propreté ou aide à domicile. Voilà, service, tout ça. Et quand moi, je suis plus sur la voie de l'informatique, je recherche plus dans tout ce qui est technique, là, c'est plus compliqué, car déjà, la classe Ulysse ne peut pas donner un débouché là-dessus. C'est considéré comme trop risqué pour eux. Et ensuite, c'est à moi tout simplement de chercher quelque chose. Hein. J'ai déjà tenté en décembre une école de la seconde chance à Orléans, mais qui a pour problématique que l'offre de formation sur Orléans est très limitée. Il n'y a qu'un AFPA qui est déjà complet pour 2-3 ans minimum et un centre qui s'appelle le CEFIM qui n'a en ce moment pas d'offre de formation sur Orléans. Du coup, je suis obligé d'étendre mes recherches en France. Et vraiment de ne pas me fixer de limite. Hein. Je vais de partir du principe que ça sera où ça sera, mais ça réveille d'autres problèmes dus à forcément l'isolement territorial et le fait que tout simplement il faut avoir les moyens de partir ailleurs et de sauter le cap et tout simplement de pouvoir régler les principaux problèmes qui sont le logement, qui sont la vie de tous les jours et également le budget. Voilà, et le coût de la formation qui est parfois pris en charge par France Travail et par l'AGFIP pour les situations de handicap ou parfois par la région de recherche, mais à ce moment-là il faut résider la région en question et forcément tout ça c'est un tas de soucis qui se posent et qui font que il faut que j'y aille par étapes et que je puisse déjà trouver on pourrait dire un lieu de vie avant de trouver une formation, sauf que souvent, c'est l'inverse qui est possible. Hein. C'est d'abord une formation qui donne accès à un logement ou un studio ou tout ce qu'on veut. Tu disais que toi, dans tes recherches d'emploi et tes CV, tu mettais pas justement en avant le caractère de ton handicap. Comme s'il y avait une certaine pudeur derrière ça, comme si tu voulais pas trop en parler. Est-ce que... on sait que les boîtes, elles peuvent avoir un intérêt à embaucher des personnes qui sont affiliées à la MDPH pour avoir des exonérations d'impôts dans leur boîte ou ils ont des avantages par rapport à ça. Donc peut-être que de le mettre en avant, peut-être que ça peut être intéressant. Du coup, peut-être que par ce biais-là de cette interview-là, il faire un petit appel un peu à tout le monde, à savoir est-ce que voilà, vous ne recherchez pas aussi quelqu'un dans le milieu de la programmation ou de l'assemblage de PC, ce qui avait l'air de te plaire à la base. Oui, du coup, faire un appel aux entreprises hein, qui auraient le besoin, surtout que je n'ai jamais précisé mon autisme, hein, pour un souci un peu des fois de confidentialité ou un souci des fois aussi de manière dont c'est vu, ça dépend des territoires. Dans certains territoires, c'est mieux perçu que dans d'autres, la problématique est mieux connue dans certains territoires que dans d'autres. Et du coup, un appel aux centres de formation qui pourraient exister, aux employeurs, peu importe où ils se trouvent sur le territoire, qui recherchent et qui puissent me contacter. À l'heure actuelle, voilà, il faut que je puisse avoir un plan de formation et un
une liste des destinations existantes, voilà, tout simplement. Du coup, on peut voir qu'au niveau professionnel, t'as l'air quand même vachement calé, t'es vraiment hyper motivé au point d'aller partout en France pour trouver une place, quelqu'un qui peut t'accueillir et t'employer. Toi, t'aurais le pouvoir de changer quelque chose en France par rapport à l'insertion professionnelle. Il y a quoi que tu pourrais proposer à ton niveau, tu penses, en idée que tu pourrais avoir? Déjà, il faudrait que les formations soient beaucoup plus accessibles. Il faudrait peut-être un nouveau système de financement des formations qui pourrait être sous une autre forme et moins contraignante, liée peut-être à l'handicap, peut-être via par exemple tout ce qui est MDPH ou tout ce qui est maison du département qui pourrait, via une assistante sociale, proposer un financement. Également, tout ce qui concerne le métier de l'informatique, il faudrait beaucoup plus développer en France ce milieu en implémentant à beaucoup plus d'endroits des petits centres de formation qui ne soient pas forcément des grands centres de formation mais qui soient du moins des succursales où on puisse apprendre quelques bases. Et du côté des stages, c'est évidemment plus compliqué car il faut trouver les patrons, mais dans ce cas-là, il pourrait y avoir des aides au transport de mise en place pour permettre, voilà. Et également, il faudrait inciter beaucoup plus de petites boutiques, beaucoup de petites entreprises à prendre des stagiaires, car le souci souvent dans l'informatique, c'est qu'on trouve beaucoup de petits magasins, mais des petits magasins de quartier gérés par 1 ou 2 employés qui sont des fois très hésitants à prendre des stagiaires à cause du manque de temps et de la gestion compliquée et surtout de la casse matérielle que des fois malheureusement qui peuvent être faites dans ce genre de situation. Et du coup inciter ces entreprises à prendre des stagiaires en leur promettant une indemnisation stagiaire qui pourrait être une idée pour les couvrir en cas de problème quelconque. Et développer, voilà, même à distance, des formations à distance, parce que j'ai remarqué que jusqu'à maintenant il existe beaucoup de formations à distance dans l'informatique, mais contrairement aux formations sur place, elles nécessitent déjà des diplômes, hein. Beaucoup de formations sur le web nécessitent déjà des bacs, car ça va être directement des grandes écoles à Paris, des grands lieux de formation qui vont proposer leurs services, et ça ne sera pas à l'échelle du territoire. Du coup, si par exemple, il pourrait y avoir même des formations AFPA, mais des formations AFPA visioconférence, à distance, cela pourrait être une très très bonne idée. Et même au-delà de ça, peut-être inciter aussi certaines écoles à ouvrir des structures de formation au sein de leurs établissements, par exemple en fournissant une salle ou deux qui pourrait permettre à des formations de pouvoir avoir lieu en partenariat avec un centre de formation connu, voilà. Et ensuite aussi faire une étude auprès des territoires et faire des sondages, je pense que cela peut être très important afin de vraiment avoir un pourcentage de gens et l'impact du numérique de ces métiers-là sur nos territoires, et avoir enfin une vraie idée de l'intérêt de la population pour ce genre de métier. De ce que tu as l'air de dire, en fait, c'est pas tellement le problème de l'autisme qui est freinant, en fait, c'est juste de manière générale la situation en France par rapport à l'accessibilité des jeunes à l'emploi, de manière générale. C'est vrai que toi, en plus, du coup, tu as un frein qui s'ajoute. Le fait de ne pas avoir de diplôme, ça peut être aussi contraignant. Plutôt la situation en France qui est comme ça, plutôt que la perception de la maladie, ou quand même au contraire l'autisme, tu peux ressentir que des fois ça peut quand même refroidir un peu l'employeur. Jusqu'à maintenant, l'autisme n'a jamais été mal vu en entreprise, du moins quand j'ai fait le stage en décembre, ça n'a jamais été mal pris. Par contre, il y a dans les petits soucis, genre les petits problèmes on va dire de confiance en soi, les petits problèmes, on va dire aussi également auprès des clients, voilà, des fois des réactions, certains petits gestes qui peuvent être compliqués, qu'il faut apprendre à gérer. Mais jusqu'à maintenant, l'autisme m'a jamais vraiment exclu de lieu. On m'a jamais dit que je pouvais pas intégrer un lieu à cause de mon autisme, et ça c'est déjà un très très bon point, je pense. Et ensuite, voilà, forcément aussi également l'autisme, même dans ce domaine, il y a très peu en France de structures et de lieux d'accueil et de dialogue pour autistes. C'est très 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 peu fréquent de trouver ça dans nos villes.
Et le problème principal aussi de l'informatique, forcément, c'est que c'est un métier de nos jours, beaucoup de grandes villes, dans lesquelles souvent, également, j'ai constaté quelque chose en décembre très particulièrement. Il faut plusieurs lieux de stage qui sont demandés par les écoles. Et dans des villes à taille humaine, on n'y a pas assez d'entreprises. Il faut des villes... par exemple, moi, l'exemple d'un stage dans une célèbre chaîne d'assemblage d'ordinateurs, avec le logo tout en bleu, il aurait fallu au moins 3 ou 4 magasins en France pour pouvoir... 3-4 magasins dans la ville, je voulais dire où je cherche, pour pouvoir... changer de boutique et pouvoir avoir plusieurs patrons, et j'ai beaucoup remarqué ce problème. Et même dans un certain nombre de villes en France de taille plutôt honorable, de plus de 100 000 habitants, ne proposent pas ou n'ont pas d'orientation informatique, avec souvent des spécialités par ville très, très variées. Des fois ça peut être la santé, le scientifique ou d'autres domaines. Et du coup lié accouplé à l'autisme qui pose pas tant de problèmes, mais qui chez nous demande beaucoup de dialogue, beaucoup de discussions. Il nous faut des gens adaptés à nous. Des fois nous avons besoin de psychologie, nous avons beaucoup besoin d'environnement où des gens soient à notre écoute pour écouter nous. Voilà, un cadre sécurisé, un environnement où des gens soient là pour discuter avec nous des fois de longues heures, et des fois il y a plusieurs coachings nécessaires. Il faut accoupler les deux d'un métier pas évident sur le territoire, avec des structures d'accueil et d'écoute pas non plus évidente à trouver, et forcément ça complexifie beaucoup la tâche. Il existe quand même quelques territoires en France où cela évolue, mais la route à faire pour y accéder est conséquente. Nous parlons de plusieurs centaines de kilomètres parfois pour trouver un environnement adapté, et c'est pour cela qu'il ne faut pas du tout se donner de limites. Et après, évidemment, il y a la limite budgétaire qui est là, c'est un autre débat. Il faut trouver des solutions et des compromis pour pouvoir y accéder, tout simplement. Par rapport à la perception que les gens peuvent avoir des métiers, des métiers autour d'eux, tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Tu avais des réflexions? Ce qui n'arrange vraiment pas en France la situation de l'informatique et des technologies, c'est que beaucoup de gens ont cette image que l'informatique c'est Paris, que l'informatique c'est les grands buildings aux États-Unis, ou que ce sont les grandes chaînes via Internet, et que beaucoup de gens croient que l'informatique est, on va dire, dans le métavers, comme certains pourraient le dire, dans l'Internet. Et forcément, beaucoup de gens croient qu'il n'y a pas d'utilité sur le territoire, ce qui est tout le contraire. Nous avons beaucoup besoin d'entreprises locales qui permettent de développer des solutions locales en informatique, des logiciels à destination des petites collectivités, et également la phrase que j'entends le plus souvent revenir chez les gens, c'est les ordinateurs, dans tous les cas, c'est jetable. Les ordinateurs, une fois qu'ils s'allument plus, il faut les jeter. Du coup, ce qui n'arrange pas du tout le regard que les gens ont sur l'informatique, et les gens ils croient limite que l'informatique a moins d'importance et a moins de raisons, parce que les gens ils vont simplement sur Internet racheter leur ordinateur. Alors que la solution que je veux apporter à ça, c'est que pour moi, l'intérêt qu'il y ait des petites entreprises locales qui permettent de réparer des ordinateurs, afin de prolonger la durée de vie, de limiter le gaspillage et la pollution, peut créer énormément d'emplois, peut sensibiliser les gens à la réparation, et également peut apporter une vraie solution de proximité en informatique, et créer une proximité numérique, une proximité technologique, et également des petites entreprises de production de logiciels qui ne soient pas rattachées forcément toujours à des grandes branches parisiennes, locales, qui soient des entreprises qui puissent prendre peut-être moins cher, qui puissent proposer des solutions plus adaptées en ayant connaissance des territoires dans lesquels ils sont rattachés, et qui puissent proposer du coup de la production locale, un peu le maraîcher du coin, mais en informatique, ce qui me semble tout à fait possible de nos jours dans nos vies. Ce serait remettre du sens à la vie professionnelle, à la recherche professionnelle, et remettre de la proximité en fait. Remettre du sens, remettre de la proximité dans ces métiers, pour permettre tout simplement à ce métier-là de se développer
plus vers chez nous. Ça va apporter de la connaissance en campagne, avec des gens qui pourront dire pour mon site internet qui bug, mon ordinateur qui a un problème, pour un autre souci, j'ai ma petite boutique de proximité qui puisse m'aider. Pas forcément toutes les villes n'ont plus de 500 habitants, pas à ce point-là non plus. Mais si en moins chaque ville de 10 000 habitants, 15 000 pouvait obtenir ce genre de service, on serait déjà on aurait déjà fait un énorme pas vers l'inclusivité et l'acceptation et l'inclusion, on va dire, de l'informatique et du numérique, qui peut à ce moment-là donner d'autres opportunités à d'autres sociétés de se créer. Et la phrase que trop de gens croient, c'est par exemple pour créer un film, créer un jeu, créer une production, il faut être à Hollywood, il faut être à Paris, alors qu'il faut montrer aux gens que c'est réalisable n'importe où en campagne, surtout avec une belle technologie qui s'appelle la fibre optique qu'on a à notre époque, et que les gens, tout simplement, il n'y a pas de limite à se donner là-dessus, que forcément il y a beaucoup de potentiel et bien plus que ce qu'on croit. Merci Johan. Merci, c'était très bien. Bonjour Ouda, ravi de vous voir à Varigny-Fangy. Je voulais vous poser quelques questions par rapport à votre association. Donc si vous pouviez vous présenter. Merci à vous. L'association se nomme Objectif Lune 45, qui a été créée depuis une douzaine d'années. C'est pour aider les parents d'enfants et d'adultes avec TSA. Vous pouvez définir TSA TSA, trouble du spectre autistique. Et pour les guider dans la démarche administrative et éducative, voilà, et puis avec la loi du 11 février 2005, voilà, l'égalité des chances. Voilà, et l'association elle est basée sur Amide dans le Loiret. Vous voyez avec des familles, avec des enfants atteints d'autisme pour les aider dans leur démarche administrative. Parce que du coup, vous, c'est votre parcours, vous avez déjà expérimenté tout ça, et du coup, vous avez votre petite expérience que vous mettez à contribution auprès des familles. C'est quoi les éléments vraiment qui peuvent être longs ou lourds pour des familles vraiment dès le début Ce qui est difficile, c'est déjà l'acceptation. L'acceptation. Ça, c'est un parcours. Il y a des familles, je connais des familles qui ont mis 16 ans à se rendre compte, alors que leur enfant était vraiment TSA sévère. Première démarche pour entrer dans le grand bain et commencer un peu tout le parcours là, qui va suivre après derrière, parce que du coup il va falloir trouver certainement des écoles adaptées, il va falloir trouver potentiellement des financements avec peut-être la hache pour justement faire reconnaître son handicap. La première démarche, c'est d'aller voir un pédopsychiatre, un médecin, un pédopsychiatre, de faire un dossier, et c'est là qu'on les guide pour aller au CRA de Tours, qui est plus proche de nous. Et c'est vrai que les délais, c'est de 1 à 2 ans. Et entre-temps, on fait le dossier MDPH. Et là aussi, c'est un... Comment dire ça? C'est un monde... administratif. Un monde assez bizarre, quoi. Opaque. Oui. Opaque, c'est la 4e dimension. Oui. Ce que je dis, c'est la 4e dimension, parce qu'après, il faut se battre avec le côté administratif et puis la prise en charge spécifique. Ce qui n'est pas le cas dans notre région, ni ailleurs. Hein. Voilà, l'orthophoniste, l'ergothérapeute, la psychomote, éducatrice P par rapport au TSA, et toutes les méthodes de communication, le PEX, le Teach, la BA. Il faut que les parents soient formés. Parce que si les parents ne sont pas formés, ils ne peuvent pas faire évoluer l'enfant. Et après, trouver aussi une école. Voilà, ça c'est l'inclusion. Ce qui n'est pas évident. C'est pas évident parce que voilà, l'équipe d'éducation nationale ne sont pas formées pour. C'est l'intégration à l'école ou dans un centre. Et puis dans un centre aussi sportif. Et dans la vie quotidienne, leur apprendre à aller boire un café, aller au restaurant, sortir, faire un tour au marché, tout ça, ça s'apprend, c'est apprendre à apprendre. Voilà. Vu que vous partagez certainement beaucoup d'expériences communes et des gens, des familles qui vont certainement les vivre, vous m'aviez dit que vous partagiez des moments entre familles pour partager un peu vos ressentis, vos expériences, vos émotions. Je pense que ça peut être quelque chose de très intéressant pour les familles, ça permet de souffler, d'avoir peut-être un regard auprès de l'autre pour se reposer un petit peu. Vous partagez certainement peut-être des techniques que vous utilisez avec vos enfants.
Là, on est du coup sur un versant un peu plus sur le numérique et les technologies. Donc, je sais pas, au niveau des montres connectées, des téléphones ou... Tout ce qui est informatique, portable, tablette, ça peut être un renforceur, ce que nous on appelle un renforceur. Si tu as bien fait les choses, tu as un renforceur pendant 5 minutes, donc tu peux avoir le portable, la tablette. Et aussi, c'est vrai qu'il y a une maman qui a créé une montre. Elle bip, et plus il y a des images pour dire voilà, c'était l'heure du bain, l'heure de se laver les dents, l'heure de faire les courses. Et c'est pas valable pour tous les enfants parce qu'il y a certains jeunes qui ne supportent pas d'avoir un bijou sur soi, une montre. Mais c'est vrai que le numérique c'est important parce que les jeunes que je connais, qui ont une vingtaine d'années, qui sont au SAMSA sur Chanteau, dans l'Envol, et qui travaillent pour L'Oréal, ils ont tous leur tablette, leur ordinateur et leur portable. Ils écoutent de la musique, ils regardent leur émission préférée, c'est tranquille, mais c'est pas envahissant. Voilà, il faut pas que ça devienne envahissant. Pareil pour les enfants d'Anda, il faut pas que ça prenne tout le temps. Voilà. C'est un loisir. Je pense que c'est le cas pour tous les enfants, avoir un petit contrôle aussi sur ces consommations du numérique. Mais ça fait aussi partie de la culture peut-être commune aussi maintenant. Peut-être que ce serait aussi étrange de ne pas avoir son portable ou pas aller sur YouTube pour un enfant. Au contraire, peut-être que justement ça peut être des ponts qui permettent aux enfants de se rencontrer justement par le biais de ce qu'ils ont vu sur Internet, des choses à partager. Ça peut peut-être faire des ponts justement dans ce sens-là. Par rapport à mon fils Théo qui est TSA qui a 23 ans, pour lui, tous les portables qu'il peut voir sur une table, il les prend et puis il désactive s'il n'y a pas de, comment on appelle ça, de code, de code. Et puis, pour lui, les portables, c'est... Oui, pour lui, c'est une utilisation voilà, qui est facile. Il ne veut pas utiliser son portable, mais il préfère utiliser ceux des autres. C'est ça, la problématique. Oui. Voilà. Et puis, on dit qu'il ne sait pas lire, mais il peut aller sur YouTube, il peut aller sur... Encoder les touches au bout d'un moment. Voilà, les touches, et les mots-clés pour les animaux, voilà. Mais voilà. Mais ça permet aussi, pour certains handicapés, de communiquer aussi. De communiquer. Il y a, je crois, une école sur Orléans qui a créé un logiciel par rapport à la communication pour les TSA. Il faudrait voir ça. Voilà. Mais c'est un bon moyen de communication. Mais il ne faut pas que ça soit quelque chose d'envahissant. Si on veut contacter votre association, comment on peut faire pour se mettre en relation avec vous? C'est une bonne question, merci. Alors, l'adresse mail, c'est objectif.lune.45@free.fr. J'espère. Ou sinon, c'est le 06 14 19 79 93. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous, merci. Et j'ai oublié la question. Donc, je m'appelle Guillaume Meignier, je suis conseiller numérique chez APF France Handicap. Et je m'occupe du Connectobus, donc cet outil qui est derrière moi. Ça a été imaginé pendant le confinement pour aller vers les personnes qui se sont retrouvées encore plus isolées que d'habitude, surtout les personnes en situation de handicap. Nous avons récupéré un minibus de transport de personnes à mobilité réduite, un minibus TPMR, dans lequel ont été aménagés des postes informatiques, 2 vrais postes informatiques, exactement comme au bureau. Donc on peut faire dans ce minibus tout ce qu'on fait devant un bureau équipé d'informatique tout à fait classique. Et comme nous sommes APF France Handicap, en plus on a inclus dedans des outils d'accessibilité au numérique. Donc ça s'appelle un clavier guide-doigt. C'est-à-dire que dessus il y a une grille, qui sur celui-là est métallique, sur laquelle on peut poser les mains sans appuyer sur les touches. Donc ça permet à toute personne qui a des problèmes de mobilité au niveau des membres supérieurs de ne pas faire de fausses frappes ou de frappes involontaires. C'est donc destiné à la fois aux personnes en situation de handicap, mais ça peut aussi servir aux personnes âgées, aux personnes qui ont un Parkinson, des choses comme ça, ou des gens qui tremblent fortement. Voilà, à côté on a une souris, qui est une souris avec un trackball, c'est-à-dire qu'on déplace le curseur de la souris en faisant bouger la boule avec le pouce. L'avantage c'est qu'on ne bouge pas la main, on pose la main sur la souris, et après on n'a plus qu'à, avec le pouce, déplacer le curseur, et puis après c'est une souris normale avec ses boutons classiques. Voilà. Ici, nous avons une souris gyroscopique. Ce petit appareil-là,
C'est une souris gyroscopique qu'on met à l'oreille avec ce petit accessoire qui est là. Exactement comme un micro de téléphone. Voilà. On met ça à l'oreille et on manipule le curseur de la souris en bougeant la tête. Voilà. Et ensuite, nous avons d'autres accessoires. Là, vous avez un joystick. On déplace la souris, le curseur, en bougeant le manche. L'avantage, c'est que ça demande très peu de force. Celui-ci, il est en métal. On peut poser les mains dessus, pareil. Donc, on peut poser les mains et puis après bouger doucement le curseur sans faire le moindre effort. Il dispose d'un filtre anti-tremblement. C'est-à-dire que si je tremble, vous voyez, là, le curseur ne bouge pas. Et on peut mettre en plus des contacteurs. Et sur ce PC là, vous voyez qu'en bas de l'écran il y a quelque chose là. Ça c'est une commande oculaire. Ça permet de manipuler la souris avec les yeux. C'est-à-dire ça suit le regard. Bien sûr derrière il y a tout un système à la fois électronique et algorithmique qui fait qu'ils analysent le regard et ils savent où vous regardez. Et donc ça déplace le curseur de la souris en fonction de ça et ça permet d'utiliser exactement un window par exemple, comme avec une souris normale en n'utilisant que les yeux. Le déplacement des yeux. Voilà. Ça c'est un outil qui fonctionne bien. Ça demande un peu d'apprentissage et de maîtrise. Parce que la maîtrise du regard, on ne se rend pas compte, mais ça saute, c'est pas évident. Je m'appelle Thiago Barbosa. Je suis en service civique chez APF France Handicap à Orléans. Et puis voilà, j'ai commencé ça le 26 février et j'aime mon travail. Content de participer à cette émission. Voilà, il fait beau. Ouais. On se croirait à Cannes en plein hiver. Ça va? Moi c'est Francis. Donc Francis Puyol. Je suis originaire des Pyrénées, donc je suis au Gatling Rockfest au ski Hervé. Parce qu'on s'est fait embarquer par Hervé. Un jour il a eu une lubie, il a dit, on fait un Gatling Rockfest et puis on est là quoi. Oh bah là, c'est le marché du fauteuil. 1, 2, 3. Le monde entier sur l'ex-cactus. Il est impossible que ça soit. Dans la vie, il y a des cactus. Je me pique de le savoir. Aïe aïe. Oui. Aïe. Bonjour, on se présente. Oui. Christina. On fait partie du festival Gatling Rockfest. Depuis 3 ans, c'est notre 3e année. En espérant qu'on va avoir encore beaucoup de monde. Et ben voilà. Et on est les meilleurs bénévoles. Et voilà. Salut Marc. Merci. Comment vas-tu? Bien et toi? Bien fort? Ouais, super. Ah, super. Le plaisir de te voir. Beaucoup. Un peu tout. Un peu tout. Donc j'habite dans le coin, je suis un ami d'Hervé et de Francis depuis très longue date, 30 ans, et je viens les aider à servir la bière.